Degreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, aujourd'hui un sujet presque au carrefour de la sociologie, de la philosophie, un peu un fil rouge aujourd'hui puisqu'on aura un philosophe dans le cercle RH. Là, dans cette première partie, on va parler de l'entreprise mais sous une façon, je dirais, un peu disruptive, un peu décalée, et j'ai à mes côtés Amiel Cornell. Bonjour Amiel. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Alors, fondateur du cabinet Venture Craft Studio et auteur de Naviguer à vue vers la start-up improvisée, ça je dirais c'est la partie émergée aux presses des mines. C'est un livre d'une érudition incroyable et on va en parler. Merci beaucoup. D'abord, j'avais une question à vous poser parce que on cherche à vous définir. Oui. Alors, on voit bien, vous avez un cabinet, vous donnez des conseils aux entreprises, mais il y a des centaines de consultants en France, aux États-Unis. Oui. Vous avez quand même une particularité, c'est que vous êtes au carrefour d'une multitude de savoirs. C'est vrai. Le journalisme, l'entreprise. Comment vous mixez tout ça et qui êtes-vous finalement? Bon, très bien. C'est compliqué. On peut commencer là, tout à fait. Et je tiens à préciser que VentureCraft Studio a des clients en France aussi bien qu'aux États-Unis. Vous vivez en France et aux États-Unis. Tout à fait. Je partage ma vie entre les deux pays. Et donc, j'ai des clients dans les deux pays. Je tenais à le préciser. Donc, mon background, effectivement, est pluridisciplinaire. J'ai commencé comme journaliste et ensuite... Ça mène à tout, donc. Ça aide beaucoup, le journalisme, vraiment. On découvre comment investiguer, comment parler avec des gens et comment être en prise avec la réalité. Et on reviendra sans doute à ce thème. Et j'étais aussi entrepreneur, capital risqueur et consultant. Et cette errance que j'ai faite entre ces différentes disciplines a sans doute influencé ma vision que je dévoile dans ce livre. Donc, ça veut dire que quand vous vous présentez dans une entreprise, pour être extrêmement concret, peut-être vous avez sous le bras ce livre, Naviguer à vue. D'ailleurs, Naviguer à vue, c'est parce que vous êtes navigateur, il faut le préciser, vous aimez la voile. Donc vous vous êtes fait plaisir dans le titre. Oui, mais ça a un sens, c'est un peu une provocation. Et bien sûr, naviguer à vue en France, c'est compliqué quand on dit ça à un décideur, parce qu'il vous dit, mais nous, on est un pays centralisé, très jacobin, très planificateur. Oui. On avait la DATAR en France qui planifiait l'économie sur 20 ans. Vous dites, mais il faut exactement faire l'inverse. Il faut bricoler, il faut vivre le moment présent, au moment où on vit les choses avec plein d'exemples. Donc vous êtes à contre-pied, vous êtes quoi, disruptif? Oui, on pourrait le dire ainsi. Je suis contre la tyrannie de la planification. Et pourtant, dans l'entrepreneuriat et dans les projets d'innovation chez des grandes entreprises, on commence toujours avec le business plan. Et je trouve que ce n'est pas un service à rendre aux entrepreneurs. Vous dites parfois qu'il faut faire des croquis comme Hitchcock, il faut faire son dessin, il faut l'écrire avec un crayon de bois. Oui, et puis il faut surtout être dans le moment présent et regarder la réalité pour ce qu'il est. Malheureusement, les business plans, les propositions de valeur, les narratifs qu'on encourage les entrepreneurs à bâtir, ne fait que les cantonner dans des fictions. Et de ce fait, ils sont moins résilients et moins créatifs. Donc je voudrais enlever ces murs et les encourager à travers l'improvisation habile d'être en prise avec la réalité. Parce que s'ils peuvent rester en contact avec la réalité, eux aussi, ils peuvent agir comme Django Reinhardt, le musicien de jazz dont on va peut-être parler. Qui est dans l'improvisation, qui n'a jamais appris la musique et qui la joue merveilleusement bien. Tout à fait. C'est ça qui est incroyable chez cet être humain. Mais qui a énormément travaillé pour développer cette compétence. Je tiens à préciser que l'improvisation, il ne faut pas le confondre avec la spontanéité. L'improvisation est une compétence avec laquelle on est, mais qu'on perd progressivement au fur et à mesure qu'on vieillit. Pourtant, on peut le développer comme compétence, on peut le peaufiner comme compétence. C'est un peu votre histoire que vous décrivez, parce que vous êtes au carrefour de plein de disciplines, et finalement, comme un musicien, vous créez votre propre partition avec tout ce que vous avez appris de la vie. C'est ça que vous faites? Oui, on pourrait le dire ainsi. J'y ai jamais pensé comme ça, mais c'est vrai. C'est vrai, je prends des leçons
de chaque partie de mon parcours. Et vous piochez et vous construisez votre partition. Et je réassemblais comme un bricolage. Exactement, ou comme un cuisinier qui créerait sa recette. Page 126, juste pour résumer peut-être, et encore difficile de résumer la densité de ce livre qui est vraiment extrêmement érudit, puisque vous passez d'histoire avec l'URSS, vous revenez sur Napoléon, vous parlez de musique. Vous dites, dans ces circonstances, improviser pour survivre, c'est le sous-titre. Dans ces circonstances, le fondateur a peut-être plus à apprendre des stratégies ponctuelles des guides des régions sauvages, des astronautes, des pompiers ou des soldats, professions qui ne sont généralement pas associées à des activités créatives. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Dans ce moment du livre? Oui, parce que les entrepreneurs sont face quotidiennement au péril de l'échec. Et, donc la peur de l'échec. La peur de l'échec. Et de ce fait, souvent, avec l'encouragement de leurs investisseurs et leurs conseillers, ils s'accrochent aux feuilles de route, au business plan, un peu comme des bouées de sauvetage. Qui les protège. Mais c'est dommage, parce que c'est le moment justement où il faut qu'ils naviguent à vue. C'est justement le moment où il faut qu'ils soient en prise avec les réalités et qu'ils fassent des ajustements sur leur parcours, que ce soit au niveau du produit, que ce soit au niveau de leur business model, ou que ce soit au niveau de leur équipe, et qu'ils regardent le talent qui les entoure. Cette phrase dans le livre arrive aussi à un moment où je parle d'Isabelle Autissier. Tout à fait, la navigatrice à long cours et aussi auteure accomplie. Et je trouve que l'anecdote sur Autissier est intéressante puisque justement, elle doit constamment, en tant que navigatrice, faire face à la réalité et s'ajuster à la réalité telle qu'il est en train de se présenter, même si ce n'est pas la réalité qu'elle souhaitait quand elle s'est lancée dans une régate. En fait, sur le plan philosophique, vous dites que l'entrepreneur doit être aussi nu. Il doit accepter cette forme de nudité, de ce moment présent intense, et ne pas se cacher derrière finalement des procédures, des business plans, des chiffres qui finalement ne sont pas utiles à son rebond possible s'il est en crise. Tout à fait. Et paradoxalement, c'est là où il ou elle est le plus sécure. S'ils peuvent faire ça, s'ils peuvent accepter d'être nus, comme vous dites, s'ils peuvent accepter de supporter l'ambiguïté de la situation, le chaos même. Là, il peut passer. Là, ils peuvent passer. Mais excusez-moi, on va parler de Napoléon. Je ne sais pas si vous allez vous faire beaucoup que des amis en France, même si Napoléon est un homme admiré en France, il est parfois très critiqué. Vous parlez de la prise de Toulon dans une stratégie absolument incroyable. Les Britanniques tiennent Toulon. Il y a les révolutionnaires, il y a Napoléon. Et en fait, lui, sur le champ de bataille, sans rien prévoir la veille, au moment où il agit, il se lance, il attaque des points précis et stratégiques. Et il va gagner. Et là, vous dites, il a improvisé, là. Il a improvisé. Napoléon a ce fameux coup d'œil. On appelle ça un coup d'œil. C'est-à-dire qu'il avait cette facilité qui est extraordinaire de regarder un champ de bataille dans tout son brouillard et friction et chaos et comprendre où il y avait la faiblesse de l'ennemi et comment s'y attaquer. Et cet coup d'œil, cette capacité de regarder une situation, d'être sur le terrain et évaluer avec justesse ce qui se passe est clé pour un entrepreneur. Je vous donne un exemple. Un de mes clients, c'est une multinationale basée à Lausanne, une multinationale suisse, 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 130 années d'âge derrière elle. Une histoire. Toute une histoire et une confiance qu'elle connaît à fond qui sont ses clients et pourquoi ils achètent ses produits. Elle a des certitudes. Des certitudes. Cette société a fait appel à moi parce qu'ils sont face à une grande transformation. Ils doivent complètement revoir leur business model et les produits qu'ils livrent au marché. Et pour ça, ils m'ont demandé de les aider à mettre en place un startup studio. Un incubateur en interne où ils pouvaient développer des nouvelles idées et des nouveaux produits. Faire jaillir, réfléchir. Et le premier jour où on a commencé à piloter cette startup studio, j'ai pris l'équipe qui était rassemblée et au bout d'une heure, je leur ai envoyé sur le terrain. Je leur ai dit, maintenant, vous allez sortir vos nez de vos rapports, vos data, vos ordinateurs et vos bureaux et vous allez errer dans Lausanne
et vous allez trouver des consommateurs qui sont en train d'utiliser vos produits ou des produits semblables, concurrents. Et je leur ai donné une sorte de schéma ethnographique pour qu'ils se comportent comme des ethnographes dans une analyse, dans une observation subtile de ses clients, si vous voulez, leurs clients. Avant de nous quitter, le temps file à une vitesse incroyable, c'est parce qu'il y a beaucoup de densité dans ce que vous nous dites, dans ce que vous racontez. Il y a la dernière anecdote, avant de vous poser mon ultime question, celle de le parcours assez incroyable de Joel Schwartz, qui part en URSS, on est encore à l'ère de l'URSS, les États-Unis. Ronald Reagan, c'est la guerre froide, les insultes fusent, et lui il dit mais je vais partir pour aller comprendre pourquoi ces soviétiques sont autant haïs des Américains. Et là, vous le racontez dans le livre, il découvre qu'il faut prendre rendez-vous 3 semaines avant pour avoir un contact téléphonique, et sur cette base d'observation, donc de vécu, il va en fait inventer, créer, et là on arrive aux investisseurs américains, il va créer en fait un lien de communication Internet. Je trouve cette histoire incroyable. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là, cette histoire? Joel Schwartz, c'est un homme incroyable que j'ai rencontré... avec sa barbe de Robinson, là. Voilà, tout à fait. Quand je faisais partie de l'équipe fondatrice de sa deuxième société, Metacode Technologies, à San Francisco. Mais effectivement, avant celui-là, il avait créé Moscow Teleport, Moscow San Francisco Teleport, et qui était une société de communication, de télécommunication entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque. Oui. Et il l'a fait avec une mission de transformer le monde. C'est ça. Et d'éviter la guerre, en quelque sorte, finalement. Tout à fait. C'était Précisons que l'URSS est d'accord, quand il les rencontre, les autorités au plus haut niveau de l'État soviétique disent on est d'accord. Ceux qui refuseront, c'est quand même le ministère du Commerce. Oui, tout à fait. Et qui feront procès. Tout à fait. Mais les compétences de Joel qui se sont révélées, et il faut dire qu'il avait étudié bien des années avant avec Abraham Maslow, qui était le grand psychologue avec ses théories positives sur les motivations humaines. Et Joel avait une capacité de bricolage et d'errance. Oui, le bricolage, on ne l'a pas utilisé, c'est un mot que vous utilisez beaucoup. Qui était remarquable. Et c'était là où je commençais à être sensibilisé, parce que moi, j'étais responsable des opérations. Donc moi, j'étais accroché au business plan et feuille de route. Vous n'étiez pas encore sorti de votre gang. Exactement. Tandis que Joel, il était constamment en train de changer les donnes et nous défier de différentes façons pour qu'on reste en prise avec la réalité. Avant de nous quitter, j'invite tous ceux qui nous écoutent à lire ce livre d'Amel Cornell, c'est vous. D'ailleurs, vous arrivez de San Francisco, on voulait quand même vous remercier parce que vous avez fait un long voyage pour être ici à Paris, naviguer à vue. Ils vous regardent comment, vos clients? Ils vous appellent, vous êtes très sollicité parce que vous êtes très disruptif, donc quelque part un peu effrayant quand même. C'est une bonne question, Arnaud Ardouin. Quand on se met sur le chemin de renforcer ses capacités d'improvisation, il y a toujours la traque au début. Oui. Forcément, parce qu'il faut accepter d'être désorienté. Et pas tous mes clients trouvent ça très facile. Oui. C'est récompensé par la suite si on tient la route, si on continue dans ce sens. On découvre que c'est amusant, comme un enfant qui joue. On découvre qu'il y a une certaine euphorie dans les moments où on improvise habilement. Si on prend un peu de recul quand même. Mais il faut dépasser cette première traque. C'est peur. Et donc, certains clients n'arrivent pas à dépasser cette stade, c'est vrai. Et donc, vous arrêtez, vous rompez On arrête. Si ils ne peuvent pas continuer dans ce sens-là, je vais pas les accompagner sur les sentiers battus de la business planning et les faits de route. Parce que ça, c'est pas ça votre... Parce que je sais que c'est pas ça qui va apporter leur réussite. Et puis c'est pas votre message, c'est pas ce que vous portez en vous. Tout à fait. Donc vous seriez vous-même en décalage avec votre éthique. Oui, c'est ça. Merci Amiel Cornell d'être venu nous rendre visite. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre, Naviguer à vue vers la start-up improvisée aux presses des mines, traduit, parce que c'est un livre qui était d'abord vendu aux États-Unis, puis qui est traduit depuis peu ici en France. Donc procurez-vous ce livre, comme on dit à la télévision française, dans les meilleures librairies, évidemment. Merci d'être venu et à très très bientôt. Merci à vous, c'était un plaisir. Là, je peux le dire.
On dit bon vent au navigateur. Oui, oui. Alors bon vent. Tout de suite, c'est la pause café avec Fanny Griesmer comme chaque semaine. Ça concerne un petit peu le travail d'Amiel Cornell. Vous savez, ces mails pro, espèce de mails qu'on reçoit comme ça, et qui parfois, comme on en reçoit beaucoup, sont mal interprétés. Voilà, ça agace, des petites phrases, des petits mots. Fanny Griesmer, nous explique tout sur ces mails pro.